techniques d'extraction classiques et les techniques d'extraction nouvelles ou alternatives. Alors aujourd'hui, on va traiter les techniques de conservation. Et après ce chapitre-là, on verra un exemple, on traitera un exemple qui va vous permettre de voir que les techniques d'extraction peuvent être utilisées pour extraire autre chose que les produits d'intérêt pharmaceutique, cosmétique et autres. On verra qu'on peut exploiter d'autres techniques d'extraction, mais pour avoir autre chose. Et donc ça, on le traitera à la fin, une fois qu'on termine le chapitre sur les techniques de conservation. Alors, donc, pour les techniques de conservation, alors, quand on a un matériel biologique, alors le matériel biologique, il risque d'être altéré par un certain nombre de réactions. Alors, notamment les réactions d'hydrolyse, d'oxydation et autres. Donc là, quand on a un matériel biologique, il y a des risques forts que ce matériel biologique s'altère, se dégrade. Et les causes de ces dégradations, c'est des réactions notamment les réactions d'hydrolyse et d'oxydation. Et les principaux agents qui sont responsables de l'altération, de la dégradation du matériel biologique, c'est essentiellement l'eau et les enzymes. Et donc, pour protéger le matériel biologique des altérations, des dégradations, et le rendre disponible pour une longue période, alors on utilise généralement des techniques de conservation. Et ces techniques de conservation, ils visent à rendre disponible donc le matériel biologique sur une longue période. Donc retenez ça, quand on a un matériel biologique, il y a des risques qu'il s'altère. Il s'altère avec le temps. Et donc les causes de cette altération, c'est des réactions d'hydrolyse, d'oxydation. Et donc qu'est-ce qui fait altérer ce matériel biologique? C'est notamment deux agents, c'est l'eau qui est dans le matériel biologique et les enzymes qui sont dans le matériel biologique. Donc ça, ce sont les causes principales de la dégradation du matériel biologique. Donc si on veut le protéger de ces altérations et on veut l'avoir à notre disposition pendant une longue période, alors là, il faut penser à le conserver. Il y a différentes techniques de conservation. Alors, la première technique de conservation, c'est ce qu'on appelle la stabilisation. Et cette stabilisation, ça veut dire qu'on va stabiliser, on va rendre stable l'état du matériel biologique. Alors, quel est le principe de cette technique de conservation par stabilisation? Alors, cette technique, il vise quoi? Il vise à détruire, mais de manière irréversible, toutes les enzymes qui sont dans le matériel biologique. Donc, c'est ça le but ou le principe de cette technique de stabilisation. Qu'est-ce qu'on vise à détruire? On vise à détruire, mais de manière irréversible, toutes les enzymes contenues dans le matériel biologique. Et comme les enzymes, ils ont une nature protéique, donc on peut les détruire de différentes façons. On peut les détruire par l'alcool, on peut les détruire par la chaleur, et on peut les détruire par les hyperfréquences. Et donc, c'est ça la technique de stabilisation. Ces techniques, donc, ils visent essentiellement à détruire de manière irréversible toutes les enzymes qui sont dans le matériel biologique. Et rappelez-vous, on s'est dit qu'au début que les enzymes, c'est un agent qui accélère l'altération du matériel biologique. Donc, si on détruit de manière irréversible ces enzymes, là, donc, la qualité du produit ou du matériel biologique qu'on veut conserver, il sera donc en bonne qualité et ça peut être disponible sur de longues périodes. Et comme les enzymes, la nature de ces enzymes, c'est des protéines, alors on peut les détruire par l'alcool, par la chaleur et par les hyperfréquences. Ça, c'est la première technique de conservation du matériel biologique. Deuxième technique de conservation, c'est des techniques qui concernent quoi? Qui concernent l'application du froid.
Alors, quand on dit l'application du froid, dans cette technique, il y a différentes catégories d'application du froid. Donc, quand on parle de l'application de froid, qu'est-ce qu'on vise? Alors, dans ce cas-là, on vise à diminuer l'activité de l'eau dans le matériel biologique. Parce que le matériel biologique, il contient de l'eau. Et l'eau, on a dit que par des réactions d'hydrolyse, ça altère le matériel biologique si on veut le conserver sur une assez bonne période. Donc, dans la technique d'application du froid, on vise à diminuer l'activité de l'eau dans le matériel biologique. Et pourquoi on essaye de diminuer l'activité de l'eau? C'est pour retarder ou carrément empêcher la détérioration, l'altération du matériel biologique. Et donc, c'est ça, cette technique d'application du froid, il vise ça, il vise l'activité de l'eau. Il vise à diminuer l'activité de l'eau pour soit retarder, on verra pourquoi, et soit carrément empêcher la détérioration du matériel biologique. Et donc, quand on parle de l'application du froid, ça dépend des valeurs de température qu'on applique. Donc, ça veut dire qu'on a ici différentes catégories de techniques d'application du froid. Et c'est ce qu'on va voir. La première technique d'application du froid, c'est ce qu'on appelle la réfrigération. Et ça, vous le connaissez. Ça veut dire pour la réfrigération, on a besoin d'avoir un réfrigérateur. Et ces techniques de réfrigération, donc on applique quoi? On applique un froid artificiel, c'est ce qu'on a dans le réfrigérateur. Et donc, on travaille à quelle température dans ce cas-là? On travaille à des températures qui sont proches de la valeur de zéro, mais on ne descend pas en dessous des zéros, c'est-à-dire on ne va pas atteindre le point de congélation. Donc, on reste à des températures basses, mais qui sont assez proches de zéro et pas des températures en dessous de zéro. Parce que quand on descend en dessous de zéro, ça y est, on atteint le point de congélation. Donc, ces techniques de réfrigération, ils appliquent une température qui est basse, mais qui est assez proche de zéro sans atteindre le point de congélation. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de conserver le matériel biologique, mais cette conservation, il est limité dans le temps. Ça permet de conserver dans un état proche de l'état initial, mais c'est pour une durée limitée dans le temps. Et c'est le cas qu'on utilise pour les réfrigérateurs. Si on veut conserver des légumes, des fruits, ça se conserve, mais ce n'est pas 3 mois ou 4 mois, ça se conserve quelques jours ou à la rigueur 2 ou 3 semaines, ça dépend du produit qu'on veut conserver. Et pourquoi la conservation, il est limité? Donc, même si on applique des températures basses, alors pourquoi? Parce que l'eau, quand on est à des températures assez proches de zéro, on n'est pas en dessous de zéro, l'eau dans le matériel biologique, il est toujours sous forme liquide. Donc, il y a des risques donc, de réaction d'hydrolyse et donc il y a des risques donc d'altération du matériel biologique. Donc, on peut le conserver, mais pour une durée limitée et donc à un état qui est proche de son état initial. Alors, pourquoi on applique ces températures? Ça permet quoi? L'application de ces basses températures, ça permet de freiner les mécanismes de dégradation, ça permet de freiner le métabolisme cellulaire du matériel biologique qu'on veut conserver, ça permet aussi de ralentir les réactions chimiques, notamment les réactions d'hydrolyse, les réactions enzymatiques, et ça permet aussi de retarder la multiplication des micro-organismes, notamment les champignons. Et donc, quand ça retarde, ça veut dire qu'on peut avoir notre matériel conservé, mais pour une durée limitée. Donc, pour la réfrigération, c'est ça. Donc, on applique des températures basses, mais autour de la valeur de zéro, mais sans atteindre le point de congélation. Ça permet une conservation à un état proche de l'état initial du matériel biologique, mais cette conservation, elle est limitée dans le temps parce que l'eau, il est toujours à l'état liquide. Et donc, les réactions d'hydrolyse peuvent se faire dans le matériel biologique. Ça, c'est la première technique de conservation par application du froid, qui est la réfrigération. La deuxième technique, c'est quoi? C'est la congélation. Et pour la congélation,
on a besoin d'un congélateur pour conserver le matériel biologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On soumet le matériel biologique au froid à des températures qui peuvent atteindre donc des températures très inférieures à zéro, et on peut atteindre moins 10 degrés, ça dépend de la qualité du congélateur qu'on a. Et donc, quand on applique donc un froid à des températures inférieures, très inférieures à zéro, ça peut être moins 10. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du matériel biologique? L'eau qui est sous forme liquide, il va cristalliser, donc par congélation, et donc quand il devient sous forme solide, donc les micro-organismes ne peuvent pas l'utiliser. Il devient inutilisable par les micro-organismes. Ça veut dire qu'on freine l'action des micro-organismes sur le matériel biologique. Et donc, comme ça, on peut donc conserver le matériel biologique parce que comme ça, quand l'eau, on travaille à ces températures très inférieures à zéro, l'eau, il devient sous forme solide, il cristallise par congélation, il devient solide, donc il devient sous une forme inutilisable par les micro-organismes. Et donc, quand on applique cette congélation-là, même les réactions, les processus enzymatiques sont ralentis. Et ça permet donc une conservation du matériel biologique en bon état, mais sur une durée de conservation qui est plus longue. Donc, si on compare la congélation avec la première technique de réfrigération, on voit que la température ici, c'est la température de conservation, il diminue, et en même temps, l'eau donc devient ici sous forme solide, alors que pour la première, l'eau, il reste toujours sous forme liquide au niveau du matériel biologique. Et aussi, l'autre point, c'est la durée de conservation. Pour la première, la durée, il est restreinte, il est limité dans le temps, alors que là, ça peut être conservé sur une longue période, ça peut être 6 mois, 7 mois, donc ça dépend, comme j'ai dit, de la qualité du congélateur qu'on a et la température, la plus basse température qu'il peut atteindre. Donc, après la congélation, on peut conserver le matériel biologique par une application du froid, toujours, par une autre technique qui est la technique de surgélation. Et si je veux définir la surgélation de manière très simple, la surgélation, c'est quoi? C'est une congélation rapide. C'est une congélation rapide. Ça veut dire quoi? Pour la surgélation, donc on travaille généralement à des températures toujours très inférieures à zéro. On peut arriver à moins 18 degrés, donc on a besoin du surgélateur. Et donc dans les surgélateurs, on a des températures de moins 18 degrés. Et donc en moins d'une heure, le matériel biologique, il est totalement donc congelé. Et donc, quand on congèle, mais rapidement à ces températures très basses, parce que quand on met dans le surgélateur qui a ces températures très basses, quand on met le matériel biologique, en moins d'une heure, si vous essayez de chercher votre matériel biologique, vous allez voir qu'il est en moins d'une heure, il est carrément congelé. Il est sous forme vraiment solide. Il est congelé. Et donc, ça veut dire quoi? Quand on joue sur la vitesse de congélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne laisse pas le temps aux processus enzymatiques ou aux réactions d'hydrolyse d'avoir lieu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va congeler le matériel, on va le conserver sur une longue période et ça peut même atteindre 2 ans de conservation et le matériel biologique sera toujours en très bonne qualité, en très bon état. Et donc, cette troisième technique de conservation par application du froid, qui est la surgélation, il diffère de la congélation par quoi? Par la rapidité de congélation. Donc, j'ai dit que quand on dit surgelé, ça veut dire ça, c'est une congélation, mais au-delà de la durée attendue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une congélation, mais qui est très rapide. Et là, donc, quand on met quelque chose à congeler dans un congélateur, ça prend quand même quelques heures pour que ça devienne vraiment congelé. Alors que là, dans les surgélateurs, en moins d'une heure, ça peut être une demi-heure, ça y est, le matériel, il est déjà congelé. Donc, on ne laisse pas le temps au processus enzymatique et aux réactions d'hydrolyse de démarrer. Et là, toujours, dans la technique de conservation par le froid,
par l'application du froid. La quatrième technique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la lyophilisation. Et la lyophilisation, c'est quoi? Si on veut la définir d'une manière très simple, c'est une méthode de conservation du matériel biologique en le déshydratant par un séchage, mais un séchage à froid. Donc, nous, on a l'habitude de, quand on dit on sèche un matériel biologique, je sèche une plante, ça veut dire généralement on pense à un séchage sous l'effet de la chaleur. Et donc là, ça, c'est autre chose. La lyophilisation, cette technique de lyophilisation, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à déshydrater le matériel biologique. Quand on dit déshydrater, c'est-à-dire enlever toute l'eau qui est dans le matériel biologique. Donc, nous, on a l'habitude d'enlever l'eau dans un matériel biologique, dans une plante, en la mettant à sécher, donc à chaud. Et donc, quand il sèche à chaud, l'eau s'évapore et ça y est, notre plante, par exemple, elle est desséchée. Alors là, pour la lyophilisation, il vise à déshydrater, à enlever toute l'eau qui est dans le matériel biologique, que ce soit un matériel biologique animal, végétal ou des cultures de micro-organismes comme bactéries ou champignons. Donc là, il vise à déshydrater le matériel biologique. C'est ça le but de la lyophilisation. Mais comment il va le déshydrater? Il va le déshydrater par un séchage, mais pas à chaud, c'est à froid. Un séchage à froid. Et donc, cette conservation par un séchage à froid, c'est ce qu'on appelle par la technique de sublimation. Et la sublimation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est le passage direct de l'eau de l'état de glace à l'état vapeur. Donc, on a le matériel biologique. Le matériel biologique, il contient l'eau sous forme liquide. On va le sécher à froid. Comment on va le sécher à froid? L'eau qui est liquide, on la rend sous forme solide, sous forme de glace, et après, on fait évaporer ça. Et quand on fait évaporer ça, c'est-à-dire tout ça, ça se fait à froid. Alors, comment on travaille? On travaille généralement sous vide, mais on travaille à des températures très basses, inférieures à moins 10 degrés. Et pour lyophiliser un matériel biologique, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un lyophilisateur. Et donc, dans le lyophilisateur, ça fonctionne à des températures de moins 10 degrés et parfois même des températures plus basses que moins 10 degrés. Et on travaille sous vide. Donc là, retenez que la lyophilisation, son principe, c'est quoi? C'est de déshydrater le matériel biologique par un séchage à froid. Et comment on le fait? On essaie de le conserver par sublimation en faisant passer l'eau qui est à l'état de glace à l'état vapeur. Et ça se fait, tout ça, on travaille à des températures inférieures à moins 10 degrés. Alors, pour lyophiliser, on va expliquer ça sur un graphe et comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors, si on a un matériel biologique et on veut le lyophiliser, pour le conserver sur une longue période. Généralement, il y a des étapes. Et là, avant de le dessécher à froid, alors pour le matériel biologique, généralement, on a 4 étapes avant de lyophiliser notre matériel biologique. Généralement, on le prépare. On fait une préparation du matériel biologique. Ça peut être un lavage, si le matériel biologique a besoin d'être lavé, parce que comme ça, on va le conserver à un état propre. Donc, on fait le lavage du matériel biologique. On peut le broyer, par exemple, on broie un animal ou on broie une plante, ou bien on peut carrément le découper en petits morceaux et comme ça, une fois que le matériel est préparé, on le congèle. Et quand on le congèle, ça veut dire quoi? On transforme l'eau liquide sous forme de glace. Et une fois que l'eau est sous forme de glace, on le dessèche par une sublimation. Par la sublimation, c'est-à-dire on fait disparaître cette glace-là, on transforme cette glace sous forme vapeur et sous forme vapeur avec le lyophilisateur, ça y est, cette vapeur donc là est éliminée. Et une fois que ça y est, on a desséché notre matériel biologique par sublimation, on passe à l'étape de conditionnement sous vide. Donc on enlève, donc c'est l'étape si vous voulez d'emballage du matériel biologique, mais on enlève toute l'air qui est autour du matériel biologique. Comme ça, la conservation, il peut être sur une longue période. Alors maintenant pour la sublimation.
Donc, j'ai dit, quand on a notre matériel biologique qui est frais, l'eau qu'il contient, il est sous forme liquide. Et donc, dans la technique de lyophilisation, on travaille à des températures généralement inférieures à moins 10 degrés. Donc, on est dans cette gamme-là, dans cette plage-là. Alors, quand on travaille à cette température-là, l'eau qui est dans le matériel biologique, il passe de l'état liquide à l'état solide, à l'état de glace. Et après, on joue sur la pression. Quand on joue sur la pression, on le fait passer de l'état solide à l'état gazeux. Et quand il devient à l'état gazeux, à l'état vapeur, ça y est, dans le lyophilisateur, cette vapeur d'eau est éliminée. Et donc, on a l'eau qui est dans le matériel biologique, qui était liquide, il passe à la forme solide, on diminue la pression dans le lyophilisateur et l'eau, ça passe à l'état gazeux, à l'état vapeur, et c'est ça, c'est ce passage du solide à la vapeur d'eau, c'est ça ce qu'on appelle la sublimation. Donc, on le conserve par un dessèchement, par une déshydratation, par une dessiccation, mais tout ça, c'est à froid. On travaille à des basses températures. Et donc, quand l'eau qui est liquide passe à l'état solide, après, on diminue la pression, on a l'eau qui devient sous forme vapeur, donc sous forme gazeuse, et ça y est, donc cette vapeur d'eau, il est éliminée par le lyophilisateur, et ça y est, notre matériel biologique, il est conservé, il est desséché, et ça y est, c'est l'étape de conditionnement, d'emballage, et donc comme ça, le matériel peut se conserver sur de longues périodes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on applique le froid, on joue, comme j'ai dit, on joue sur la température pour essayer soit de ralentir, soit d'empêcher la dégradation du matériel biologique. Et qu'est-ce qu'on vise dans ces techniques d'application de conservation par application du froid? On vise à diminuer l'activité de l'eau. Donc, on diminue l'activité de l'eau, donc soit par réfrigération, par congélation, par surgélation ou bien par lyophilisation. Et donc, plus on passe de la réfrigération à la congélation, à la surgélation, à la lyophilisation, plus les températures qu'on utilise sont basses, plus la durée de conservation du matériel biologique, il est donc sur de longue durée. Donc, un matériel lyophilisé, par exemple, un matériel lyophilisé, alors ça peut se conserver sur de longue durée. Et par exemple, le lait en poudre qui se vend sur le marché, le Nescafé qui se vend sur le marché, tout ça, c'est des produits lyophilisés. Donc, ils sont déshydratés, mais à froid. Donc, on travaille pour la lyophilisation, on travaille à froid. Ce n'est pas à chaud, mais c'est à froid. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de techniques de conservation. On a vu la stabilisation, on a vu la conservation par application du froid, mais là, on va voir la conservation par application de la chaleur. Alors, par l'application de la chaleur, là aussi, donc ça dépend donc des techniques qu'on utilise. Il y a aussi dans cette catégorie de conservation par application de la chaleur, il y a aussi différentes techniques. La première technique d'application de conservation par application de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la pasteurisation. Et cette technique-là, il a été donc mise au point par Pasteur. Et la pasteurisation, c'est quoi? On applique un traitement thermique, mais qui est limité. On applique un traitement thermique qui est limité. Généralement, on travaille à des températures de 62 degrés. On applique cette température, pourquoi? Pour détruire tous les micro-organismes pathogènes que peut contenir le matériel biologique et surtout les micro-organismes pathogènes qui peuvent donc, qui sont généralement sensibles à la chaleur. Et pourquoi on les détruit? C'est pour garder, pour préserver la qualité, que ça soit physique, que ça soit chimique, que ça soit biologique, du matériel biologique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On traite, on applique une température assez limitée, donc 62 degrés, ce n'est pas 140, ce n'est pas 200 degrés, donc on applique une température assez limitée pour détruire les micro-organismes pathogènes, et une fois qu'on applique ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait suivre par quoi? Par un refroidissement rapide. Donc, on a
un matériel biologique, on le met à 62 degrés pour détruire les micro-organismes et juste après, on le fait refroidir rapidement. On le fait refroidir rapidement et donc quand on le fait refroidir, donc déjà le matériel, il a perdu tous les micro-organismes pathogènes et quand il est refroidi, ça y est, donc il devient en bon état et ça peut être conservé. Donc ça, c'est la pasteurisation. On travaille à des températures, mais à des températures assez limitées et généralement, on est autour de 62 degrés. Et ça permet de détruire les micro-organismes pathogènes et après, juste après, on fait refroidir rapidement le matériel biologique. Et c'est ça, la pasteurisation. Alors, une autre technique d'application de la chaleur, c'est quoi? C'est les techniques UHT. Et ça varie, ça diffère par rapport à la pasteurisation par quoi? Par la température qu'on utilise et aussi par la durée c'est-à-dire la durée pour refroidir le matériel biologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a notre matériel, on essaye de le stériliser. Stériliser, c'est-à-dire qu'on essaye d'enlever tous les micro-organismes et les organismes pathogènes qu'il contient. Donc, on stérilise le matériel biologique à des températures élevées de 140 degrés pendant 4 à 5 secondes. En 4-5 secondes, donc c'est un traitement thermique avec 140 degrés, mais pendant 4 à 5 secondes. Donc ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 2 heures, mais c'est rapide. Donc on fait un traitement thermique rapide à 4-5 degrés, de 5 secondes, pour le stériliser rapidement. Et juste après, on applique un refroidissement immédiat et sous vide. Donc, on refroidit notre matériel biologique très rapidement et sous vide. Et comme ça, le matériel biologique, il va être conservé aussi et il va être conservé sur une longue période. Donc, si on vise à ces techniques de l'UHT, donc cette technique-là, ça vise quoi? Ça vise une stérilisation rapide à 140 degrés pendant 4 à 5 secondes du matériel biologique et suivi d'un refroidissement rapide, immédiat, sous vide. Et donc, comme ça, notre matériel biologique, il a perdu les agents pathogènes et en même temps, il est refroidi rapidement. On ne laisse pas le temps à d'autres organismes, à d'autres réactions d'avoir lieu dans le matériel biologique. Troisième technique d'application de la chaleur, c'est la technique de déshydratation. Alors, quand on parle de déshydratation, c'est là ce qu'on appelle le séchage. On sèche pour conserver le matériel biologique sur de longues périodes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye d'enlever toute l'eau liquide qui est dans le matériel biologique, mais on le sèche donc à chaud. On le sèche à chaud et pourquoi? Ça permet donc bien sûr de freiner l'action des micro-organismes ou d'empêcher carrément l'action des micro-organismes qui risquent d'altérer le matériel biologique. Et la même chose, donc dans ces techniques de déshydratation, on peut le faire de différentes manières. Alors, on peut le faire de manière naturelle, c'est ce qu'on appelle le séchage naturel. Et donc, dans le séchage naturel, qu'est-ce qu'on a? On sèche le matériel biologique seulement à l'air ambiant. Donc, c'est naturel. Donc, on sèche le matériel biologique à l'air ambiant. On n'a ni appareil, ni on n'apporte ni température par électricité ou par autre chose. Donc c'est vraiment un séchage à l'air ambiant. Et quand on dit l'air ambiant, ça peut être soit au soleil, soit ça peut être à l'ombre. Donc là, le séchage naturel, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à enlever toute l'eau qui est liquide, qui est dans le matériel biologique, mais en appliquant donc en le séchant donc de manière naturelle. En le séchant de manière naturelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à l'air ambiant. Et ce séchage à l'air ambiant, ça peut être un séchage au soleil ou ça peut être un séchage à l'ombre. Et généralement, c'est le séchage à l'ombre qui est le plus préféré
Pourquoi? Parce que on peut avoir un matériel biologique qui a des composantes qui sont photosensibles, qui sont sensibles à la lumière, et donc il peut y avoir une diminution de la qualité de ce produit-là. Et donc, ce séchage donc à l'air ambiant, généralement, on le fait en étalant notre matériel biologique sur des séchoirs comme ça, et c'est-à-dire qu'on les étale et on les laisse à l'air ambiant. Et généralement, ce séchage naturel à l'air ambiant, c'est plus efficace pendant la saison d'été. Pourquoi? Parce que le climat, déjà, il est chaud et ça va accélérer l'évaporation de l'eau donc au niveau du matériel biologique. Et si on essaye d'appliquer un séchage naturel pendant l'hiver, donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps et on n'est pas sûr que toute l'eau dans le matériel biologique va disparaître, va s'évaporer. Et donc, il y a des risques quand on fait ce séchage naturel pendant l'hiver, il y a des risques que le matériel biologique soit altéré par des micro-organismes. Parce qu'il peut être séché partiellement, pas totalement à 100%. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le séchage naturel. Donc, on n'apporte pas d'énergie, on a juste donc notre matériel biologique qu'on étale dans des séchoirs comme ça, et ça y est, on le laisse soit au soleil, soit à l'ombre. Et à l'ombre, c'est le mieux pour la conservation de l'état ou de la qualité même du produit. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le séchage naturel. Alors, après le séchage naturel, on peut sécher, on a un séchage industriel mais classique. Le séchage industriel classique, qu'est-ce qu'il vise? Il utilise quoi? Il utilise l'énergie. Il utilise une énergie produite par combustion. Par exemple, quand on utilise le charbon, quand on utilise le gasoil, quand on utilise le fioul, etc., qu'est-ce qu'on vise? On vise à chauffer l'air qui est autour, ce qu'on appelle l'air de séchage. C'est-à-dire, si on étale notre matériel biologique, on essaye de chauffer l'air qui est autour du matériel biologique en apportant de l'énergie. C'est-à-dire qu'on accélère dans l'enceinte de séchage, on augmente la température par production d'énergie, en utilisant l'énergie, et donc là, quand on apporte de l'énergie, on va sécher, on va chauffer l'air qui est autour du matériel biologique, et ça va accélérer donc le séchage du matériel biologique. Mais ces techniques de séchage industriel qui est classique, c'est quand même une technique qui reste coûteuse parce que ça demande des carburants comme le charbon, le gasoil, le fioul, ça dépend de ce qu'on va utiliser, ça d'une part, et d'autre part, qui dit usage des carburants, dit un impact environnemental quand même qui est négatif sur l'environnement. Donc, cette technique-là, il va avoir un effet sur l'environnement, notamment à travers le dégagement de gaz à effet de serre et surtout le CO2. Et donc, c'est ça la technique de séchage industriel. Pour la technique de séchage naturel, c'est juste on étale dans des séchoirs, on étale notre matériel biologique et on le laisse, soit à l'ombre, soit au soleil. Et le mieux, c'est que ça soit à l'ombre. Et donc, on le laisse. Et si on est en pleine période d'été, ce séchage-là va se faire naturellement et on aura le produit totalement sec et bien sûr qu'on peut conserver sur une bonne période. Il a l'avantage d'être peu coûteuse parce qu'il n'y a pas d'apport d'énergie. Alors que le séchage industriel classique, là, on vise à chauffer toute l'air qui est autour du matériel biologique. Si on étale des plantes, alors on essaye de chauffer l'air qui est autour de ces plantes-là. Donc, c'est comme si vous êtes en train de chauffer une pièce là où vous êtes donc là pendant l'hiver. Si on chauffe la pièce, c'est-à-dire c'est ça, on chauffe l'air qui nous entoure et c'est ça, c'est le même principe que pour le séchage industriel. Et donc là, ces techniques de séchage industriel classique, quand même, il reste assez coûteuse et avec un effet sur l'environnement. Une autre technique de séchage toujours industriel, c'est un séchage industriel qui se fait par l'énergie solaire.
Et qui dit l'énergie solaire, c'est une énergie qui est non polluante. C'est une énergie qui est renouvelable et qui est non polluante. Et qu'est-ce qu'il vise? Il vise toujours aussi à sécher le matériel biologique. Il le sèche, mais avec de l'énergie solaire. Et donc, c'est une énergie, cette technique de séchage industriel à l'aide de l'énergie solaire, c'est une technique qui est quand même récente, mais il a l'avantage d'être très respectueuse de l'environnement parce qu'il n'y a pas de dégagement de gaz à effet de serre. Et donc là, vous voyez, on a une petite serre. À l'intérieur, on peut étaler notre matériel biologique et sur cette serre, vous voyez des panneaux solaires et donc il y a production d'énergie qui passe à l'intérieur de la serre et ça accélère donc le séchage du matériel biologique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi une certaine catégorie de techniques de séchage du matériel biologique par application de la chaleur. Donc, on peut sécher de différentes façons et soit donc à l'air ambiant, soit en utilisant de l'énergie, soit en utilisant une énergie propre qui est l'énergie solaire. Et c'est dans chacune des techniques, le but c'est d'arriver à sécher donc totalement le matériel biologique pour le conserver pour une assez longue période. Alors, si on essaye maintenant de résumer un peu ce qu'on vient de voir. Alors, les techniques de conservation, comme son nom l'indique, ils visent à conserver le matériel biologique pour une longue période. Alors, on a vu qu'il y a la technique, on peut conserver un matériel biologique par la technique de stabilisation, et qui dit stabilisation dit une destruction de manière irréversible de toutes les enzymes que contient le matériel biologique. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de freiner toutes les réactions qu'on a dans le matériel bio, qui peuvent avoir lieu dans le matériel biologique. Et cette destruction, on peut le faire, comme on a dit, par l'alcool, par la chaleur, par les ultrasons. Et donc, comme ça, on détruit toutes les enzymes du matériel biologique de manière irréversible. Deuxième technique, c'est la technique d'application du froid. Donc là, on essaye de freiner l'activité de l'eau dans le matériel biologique. Et qui dit freiner l'activité de l'eau, freine aussi l'activité enzymatique. Alors ça peut se faire par une réfrigération, ça peut se faire par une congélation, ça peut se faire par une surgélation, ça peut se faire par la lyophilisation. Et quand on passe de la réfrigération à la congélation, à la surgélation et à la lyophilisation, là, qu'est-ce qu'on a? On a la température opératoire qui diminue davantage et en même temps, la rapidité de congélation, il est plus grande. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la durée de conservation, il augmente. Là, c'est une durée limitée. Et plus on avance, plus dans ces techniques-là, plus la durée de conservation, il devient longue. Ça peut être quelques mois, 3 mois ou 4 mois, ça dépend du type de congélateur. Ça peut aller à 2 ans. Et la lyophilisation, c'est de 2 ans et plus. Ça peut aller donc jusqu'à 3 ans de conservation. Troisième catégorie de techniques de conservation, c'est la technique de conservation par application de la chaleur. Et on a dit, ça peut se faire par une pasteurisation, ça peut se faire par des techniques UHT, ça peut se faire par la déshydratation. Et la déshydratation, ça peut se faire, comme on vient de le voir, par un séchage naturel, par un séchage industriel classique, ou bien par un séchage industriel, mais avec de l'énergie propre, avec de l'énergie solaire. Et donc, c'est ça, en gros, ce qu'on a vu aujourd'hui pour les techniques de conservation. Alors, donc, comme je l'ai déjà annoncé au début du cours, on va voir maintenant un cas, une étude, un exemple où on utilise des techniques d'extraction, mais pas toujours pour extraire des composés qui ont un intérêt pharmaceutique, cosmétique ou autre. Et donc ça, cette partie qu'on va voir, et donc tout ça bien sûr, tout ce qu'on vient de voir, c'est pour avoir une bonne conservation du matériel biologique et des extraits pour une longue période.
Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc là, on va voir l'importance des techniques d'extraction. Donc là, généralement, cette partie, on le faisait en TD, mais comme le semestre a été raccourci, là, on va voir donc cette partie-là directement après le cours. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'on peut appliquer des techniques d'extraction, mais pour extraire autre chose. Alors, ce qu'on va voir, c'est les techniques d'extraction pour extraire ce qu'on appelle les biocarburants. Et les biocarburants, quand vous voyez le mot biocarburant, vous voyez qu'il y a bio et il y a carburant. Donc, carburant, c'est de l'énergie, donc c'est des carburants biologiques, si vous voulez. C'est des carburants qui sont extraits d'un matériel biologique. Alors, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, donc toutes les sources d'énergie qu'on utilise actuellement, c'est quoi? C'est les combustibles fossiles. Et ces combustibles fossiles, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le charbon, c'est le gaz naturel. Donc, toutes les sources d'énergie actuellement utilisées, c'est ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Et pourquoi on parle de combustibles fossiles? Le charbon, le pétrole, le gaz naturel, c'est des énergies, mais qui se sont formées au cours des temps géologiques il y a des millions d'années. Donc, ce n'est pas leur formation, ce n'est pas une formation récente. Leur origine n'est pas récente. C'est des énergies qui se sont formées il y a pas mal de millions d'années. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle des énergies fossiles ou des combustibles fossiles. Donc, c'est leur formation, ce n'est pas récente, c'est une formation ancienne et ça date de pas mal de millions d'années. Alors, c'est l'usage de ces combustibles fossiles, il est indispensable dans le domaine de transport, dans le domaine de chauffage et dans la production de l'énergie. Et ces énergies-là, fossiles, c'est des énergies qu'il faut, donc, deux points qu'il faut retenir, c'est que ces énergies fossiles, ce sont des énergies qui ne sont pas inépuisables et ils ne sont pas renouvelables. Donc, comme ils sont fossiles, c'est un stock qu'on a. C'est le stock qu'on a à l'échelle planétaire, c'est un stock qui est fixe. Donc, qui s'est déjà formé, ça ne se forme pas donc d'un jour à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui va se renouveler, c'est un stock qu'on a et donc c'est un stock qui peut s'épuiser dans le temps, s'épuiser dans le temps, il n'est pas inépuisable. C'est au contraire, il est épuisable. On peut l'épuiser si on utilise beaucoup d'énergie fossile, ça risque de s'épuiser dans le temps. Pourquoi ça s'épuise dans le temps? Parce qu'il n'est pas renouvelable. Donc, c'est une quantité, c'est un stock qu'on a. Au fur et à mesure qu'on consomme dans ce stock, ça va se dégrader, ça va diminuer au fur et à mesure, ça ne va pas se renouveler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur pénurie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter donc, dans le futur. Donc, actuellement, il y a une grande pression sur les énergies fossiles. On les utilise, mais ces énergies fossiles, comme son nom l'indique, fossiles, c'est-à-dire leur formation, il est ancienne. Ils se sont formés au cours des temps géologiques. Et donc, c'est un stock limité qu'on a. Et si on l'utilise de manière donc irrationnelle, là, ça va s'épuiser dans le temps et c'est une énergie qui n'est pas renouvelable dans le temps. Donc, leur pénurie, il est vraiment inévitable. Alors, pourquoi? Alors, actuellement, on assiste à quoi? On assiste à une croissance démographique et une expansion économique. Donc, à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, la démographie, la croissance, on assiste à une croissance démographique et aussi à un développement économique sans antécédent. Et qui dit croissance démographique et développement économique, dit quoi? Dit une augmentation des besoins énergétiques, une augmentation des besoins en énergie. Et donc, quand il y a un besoin en énergie, il y a la diminution des ressources, notamment les ressources pétrolières. Donc, quand il y a cette diminution des ressources pétrolières, ça veut dire quoi? Sur le marché international, le prix de ces ressources pétrolières va augmenter parce que le prix sur le marché, il est déterminé par l'offre et la demande. Donc, puisque les ressources
donc il y a un besoin en énergie, on va consommer une grande quantité d'énergie, ça veut dire quoi? On va être affronté à une diminution de l'énergie. Et quand on a une diminution de l'énergie, notamment les énergies de type le pétrole, alors le prix sur le marché international, il va augmenter. En plus, l'usage de ces ressources fossiles, de ces énergies fossiles, ce sont des énergies qui émettent pas mal de gaz à effet de serre dans l'air. Et donc, ces énergies-là, ce sont des énergies qu'on peut qualifier d'énergies polluantes, parce que ça dégage des gaz à effet de serre, et ce sont ces gaz à effet de serre qui sont la cause principale du réchauffement planétaire, du réchauffement du climat, et donc ce sont les causes du réchauffement ou du changement climatique. Et donc, afin d'éviter la pénurie de ces milieux, de ces énergies fossiles, il faut dès maintenant penser à avoir des énergies qui soient des énergies qui peuvent remplacer les énergies fossiles, qu'ils soient renouvelables, qui peuvent se renouveler, et qui soient non polluantes et en même temps qu'ils soient vendus sur le marché avec un coût, avec un prix qui est raisonnable. Donc le fait qu'on utilise uniquement des énergies fossiles, et les énergies fossiles, c'est un stock qui est épuisable dans le temps, afin d'éviter qu'on soit en plein développement économique, en pleine croissance démographique et en parallèle, il n'y a pas d'énergie fossile, ce qui risque de bloquer toute la vie de la population. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à chercher des énergies qui vont remplacer les énergies fossiles et qui soient renouvelables, qui soient donc non polluantes et qui soient avec un coût raisonnable et abordable par la population. Et donc ça, cette source d'énergie, ça peut se faire donc à partir de ce qu'on appelle les biocarburants. Les biocarburants, ça peut être des énergies de substitution qui peuvent remplacer les énergies fossiles, et c'est des énergies qui peuvent être renouvelables, qui sont non polluantes et qui peuvent être avec un coût raisonnable sur le marché. Donc, c'est ça l'idée des biocarburants. Et donc, il y a des énergies, et on a des énergies qui sont renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, et aussi il y a l'énergie qu'on peut extraire de la biomasse. Quand on dit la biomasse, c'est la biomasse végétale. Ça peut être des végétaux supérieurs ou ça peut être des végétaux inférieurs. Et quelle est l'idée de travailler ou d'utiliser la biomasse? L'idée, c'est quoi? C'est que ce soit les végétaux ou que ça soit supérieurs ou que ce soit les végétaux inférieurs, c'est-à-dire les algues, là, les végétaux, ils sont capables, donc ça constitue une source d'énergie. Ça constitue une source d'énergie. Ils peuvent produire de la chaleur qui peut remplacer carrément le diesel et l'essence. Donc, ils peuvent produire des carburants de substitution qui peuvent remplacer l'énergie fossile. Et c'est quoi ces énergies-là? C'est le biodiesel et le bioessence. Alors, un végétal, comme vous le connaissez, il fait la photosynthèse. Il est capable de faire la photosynthèse, il prend le CO2 de l'air, qui dit CO2 dit le carbone, et il fait la photosynthèse. Quand il fait la photosynthèse, le résultat de la photosynthèse, c'est quoi? C'est l'obtention de sucre, de glucides, et l'obtention de triglycérides, donc des lipides. Donc, quand on a les sucres et on a les triglycérides, ça, on peut, à partir des sucres, avoir les bioessences, et à partir des triglycérides, on peut avoir le biodiesel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, les végétaux, ils peuvent être comme une source non négligeable de production d'énergie. Et cette énergie-là, on peut l'extraire, et si on l'extrait, on peut donc l'utiliser. Et donc, c'est ça, le principe, c'est ça. C'est quand on parle de biocarburants, c'est qu'on essaye d'extraire de l'énergie, des carburants, mais à partir d'un matériel biologique. Et la biomasse végétale, c'est vraiment
un potentiel pour la production de biocarburants. Alors, comment ça marche? Donc, les biocarburants, la production de la filière généralement de biocarburants. Au cours du temps, on est passé par la production de biocarburants en 3 générations. Il y a la première génération de biocarburants, la deuxième génération de biocarburants et la troisième génération de biocarburants. Alors, la première génération de biocarburants, c'était quoi? On faisait l'extraction des biocarburants en utilisant des plantes agricoles. Des plantes agricoles comme les plantes sucrières. Là, vous avez la canne à sucre. Là, vous avez la betterave sucrière. Et on peut faire aussi l'extraction, on faisait l'extraction à partir des plantes amylacées. Et les plantes amylacées, c'est quoi? C'est les plantes qui sont riches en amidon, comme le maïs, le blé, l'orge, la pomme de terre. Tout ça, c'est des plantes amylacées. Et on utilise aussi une autre catégorie de plantes qu'on appelle les plantes oléagineuses. Les plantes oléagineuses, c'est les plantes qui sont riches en huile. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Après la première génération, on utilisait les plantes agricoles, sucrières, amylacées et oléagineuses. On est passé à la production d'une deuxième génération de biocarburants. Et dans cette deuxième génération de biocarburants, la matière première utilisée, c'est quoi? C'est la biomasse lignocellulosique. C'est la biomasse lignocellulosique. On va expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire cette biomasse lignocellulosique. Et après, ça a été laissé de côté. On est passé à produire une troisième génération de biocarburants. Et c'est la génération qu'on a actuellement. La troisième génération de biocarburants, qu'est-ce qu'on utilise comme matière première? On utilise la biomasse algale. C'est les algues qu'on utilise pour produire les biocarburants de troisième génération. Alors, on va essayer de passer d'une génération à l'autre et de voir qu'est-ce qu'on utilise au niveau de la production des biocarburants. Alors, donc, la production, quand on utilise donc une matière première, ça dépend de la nature de la matière première qu'on utilise. Selon la nature de la matière première qu'on utilise, on obtient plusieurs types de biocarburants. Mais ces biocarburants, on peut les classer en 2 grandes filières. Donc là, selon la nature de la matière première qu'on utilise, est-ce que c'est des algues, est-ce que c'est des produits agricoles, est-ce que c'est de la biomasse lignocellulosique? Donc, selon la nature de la matière première qu'on utilise, on obtient des différents types de biocarburants. Et si on veut les classer, les regrouper, on peut regrouper ces types de biocarburants en 2 grandes filières. Il y a la filière qu'on appelle la filière des bioéthanols, ou on l'appelle aussi filière de bioessence. Et deuxième filière, c'est la filière des biodiesels. Donc, si on classe les différents types de biocarburants qu'on obtient, on peut les regrouper en 2 grandes filières. La première, c'est la filière du bioéthanol, ou bien on l'appelle aussi la filière des bioessences. Alors, ces filières de bioéthanol ou de bioessence, ce sont, comme son nom l'indique, éthanol. Éthanol, c'est un alcool, c'est léger. Et donc, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'essence. Donc ça remplace l'essence. Donc les bioéthanols, quand on a des biocarburants de type bioéthanol, c'est adapté à tous les véhicules, à toutes les voitures qui ont des moteurs de type essence. Et qu'est-ce qu'on a dans cette filière? On a 2 biocarburants. On a soit l'éthanol qui est pur, soit l'éthanol estérifié, et c'est ce qu'on appelle le TBE, c'est l'éthyltertiobutyle-éther. Donc, dans la filière du bioéthanol, on a 2 types de biocarburants. On a l'éthanol et on a le TBE, éthyltertiobutyle-éther. Dans la deuxième filière, la filière des biodiesels. Alors, dans cette filière de biodiesel, le biodiesel, donc c'est lourd et ça, c'est adapté à tous les véhicules qui ont un moteur de type diesel.
Et qu'est-ce qu'on a dans cette filière-là? On a aussi deux types de biocarburants. Soit ce biocarburant, soit c'est des huiles végétales pures, soit c'est des huiles végétales estérifiées, c'est ce qu'on appelle EMHV, l'ester méthylique des huiles végétales. Et donc, c'est ça ce qu'on a. En fonction donc de la nature de la matière première qu'on obtient, qu'on utilise pour la production de biocarburants, on obtient différents types de biocarburants, mais qu'on peut regrouper en deux grandes filières. La filière des bioéthanols ou bien bioessence, c'est quoi? Ça contient l'éthanol et ça contient l'éthyle, tertio, butyl, éther, c'est-à-dire le TBE. La deuxième filière, qui est la filière de biodiesel, ça contient deux biocarburants aussi, c'est les huiles végétales pures ou les huiles végétales estérifiées, EMHV, l'ester méthylique des huiles végétales. Et donc, quand on regarde l'huile, c'est plus lourd que l'éthanol. Donc, quand on parle d'huile végétale, quand il y a un matériel biologique, un produit agricole qui donne de l'huile, cette huile-là, ça remplace le diesel parce que l'huile, il est plus lourde que l'éthanol qui est léger. Donc, l'éthanol qui est léger, ça remplace l'essence et tout ce qui est à base d'huile végétale, c'est lourd et ça remplace le diesel. Alors, donc maintenant, on revient aux trois générations de biocarburants. Les biocarburants de première génération, comment on les appelle? On les appelle aussi les agrocarburants. Et quand on regarde le terme agrocarburant, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des carburants qu'on extrait à partir des produits agricoles. Des produits agricoles. Et donc, c'est-à-dire quoi? Les produits agricoles, ils sont variés. Généralement, donc, dans la première génération de biocarburants, qui sont les agrocarburants, on utilise trois grandes catégories de plantes agricoles. On utilise les plantes sucrières ou les plantes amylacées. Et si on utilise cette catégorie de plantes sucrières et amylacées, les plantes sucrières, c'est-à-dire les plantes riches en sucre. Et les plantes amylacées, ça veut dire les plantes riches en amidon. Et donc, quand on utilise les plantes sucrières et aussi les plantes amylacées, qu'est-ce qu'on obtient comme biocarburant? On obtient le bioéthanol. Et un exemple de plante qu'on utilise pour cette première génération, il y a la betterave sucrière, il y a la canne à sucre, il y a l'érable à sucre. Toutes ces trois espèces-là, ces trois plantes-là, c'est des plantes sucrières. Alors que le blé, le maïs, la pomme de terre, tout ça, c'est des plantes amylacées riches en amidon. Donc, les plantes sucrières et les plantes amylacées, on peut les extraire, on peut les utiliser pour extraire le bioéthanol et qui remplace l'essence. Deuxième, une autre catégorie de plantes, c'est les plantes oléagineuses. Et quand on dit plantes oléagineuses, c'est des plantes riches en huile. Les plantes riches en huile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils produisent des huiles végétales et les huiles végétales, comme on vient de le dire, c'est très lourd et ça remplace le diesel et donc on parle du biodiesel. On peut utiliser le colza, le tournesol, le soja, les arachides, le lin, l'olivier, le palmier à huile et le cocotier. Et ça, c'est des exemples de plantes qui sont riches en huile et ils peuvent être utilisés pour l'extraction de carburants, de biocarburants de première génération. Et donc, c'est ce qu'on a là. Alors, donc, là, ça, les plantes sucrières, c'est ce qu'on a dit, c'est la canne à sucre, la betterave sucrière. Là, c'est un exemple de plante amylacée. Et là, c'est un exemple de plante oléagineuse. Et ça, vous avez le tournesol. Le tournesol, une fois que c'est mûr, ça donne des graines. Et donc, quand on enlève la coque ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a la graine. Et la graine, il est vraiment très riche en huile. Et donc, ces huiles-là, donc, ça sert de biodiesel. Donc, c'est des biodiesels. Alors, si on résume un peu les techniques, comment on fait l'extraction à partir de ces plantes-là. Alors, pour les énergies, les biocarburants de première génération, si on utilise les plantes oléagineuses, alors par extraction, par raffinage, on a des huiles végétales. Ces huiles végétales, donc soit c'est des huiles végétales qui sont pures, et donc ça remplace le diesel, le gasoil, soit
c'est des huiles végétales qui subissent l'estérification et on a le EMHV qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu il y a un petit moment. Et donc tout ça, que ce soit l'huile végétale ou bien le EMHV, l'ester méthylique des huiles végétales, tout ça, ça remplace quoi? Ça remplace le diesel. Et donc, ça veut dire qu'on on obtient du biodiesel. Si on utilise les plantes sucrières ou les plantes amylacées, alors le point commun, si on a une plante sucrière qui est riche en sucre, on peut extraire directement le sucre à partir des plantes sucrières. Mais quand on a la plante amylacée, on a l'amidon. L'amidon, c'est un sucre, mais qui est complexe. Il faut casser cette molécule, cet amidon, il faut la casser par hydrolyse. Et quand on fait l'hydrolyse de l'amidon, on obtient un sucre. Donc, que ça soit sucrière ou amylacée, toutes les deux catégories de plantes, ils convergent vers quoi? Ils convergent vers l'obtention d'un sucre. Ces sucres-là, si on les fait fermenter et après distillation, on obtient l'alcool, l'éthanol. Cet éthanol-là, s'il subit l'estérification, ça donne le TBE, l'éthyltertio-butyl-éther. Et donc ça, c'est des biocarburants qui remplacent le bioessence, qui remplacent l'essence. Et donc, on a ici la filière des bioéthanols ou bien ce qu'on appelle, on peut l'appeler aussi les bioessences. Donc, si on veut obtenir du biodiesel, il faut choisir les plantes oléagineuses, les plantes riches en huile. Si on veut extraire du bioéthanol, la matière première qu'il faut utiliser, soit des plantes sucrières, soit c'est des plantes amylacées, et ça nous permet d'avoir l'éthanol ou le TBE. Et donc, maintenant, quel est le problème? Pourquoi on a laissé cette première génération et on est passé à explorer une deuxième génération de biocarburants? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on utilise comme matière première? On utilise les plantes oléagineuses, on utilise les plantes sucrières, on utilise les plantes amylacées. Et tout ça, c'est des produits agricoles qui sont consommables par l'homme. Et donc, ça veut dire quoi? Si on veut continuer à produire ces biocarburants, ça veut dire quoi? Il faut constamment avoir cette matière première à disposition. Ça veut dire quoi? De manière simple, il faut cultiver. Il faut cultiver toutes ces plantes-là, il faut les cultiver. Et pour les cultiver, on a besoin des milliers et des milliers d'hectares pour faire la culture donc, de ces plantes-là. Et si on les cultive, vu que ça nécessite de grandes superficies, ça va entrer en concurrence avec l'agriculture alimentaire. On n'a pas assez de place, assez d'espace à l'échelle planétaire pour cultiver ce type de plantes, à la fois pour la production de biocarburants et aussi pour l'alimentation humaine. Et donc, s'il y a un conflit entre l'agriculture et la production de l'énergie par biocarburant, s'il y a des priorités à faire, c'est la première priorité, c'est la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir donc de grandes superficies cultivées à la fois pour produire des plantes agricoles, à la fois pour l'alimentation et à la fois pour la production de biocarburants. Ces tests-là, d'extraction à partir de ces plantes, c'est des tests qui sont donc rentables, ça produit des huiles, ça produit aussi du bioéthanol, mais ça nécessite pour avoir tous ces produits agricoles à notre disposition pour les extractions des biocarburants, cela veut dire qu'il faut cultiver de grandes superficies. Et si on a à cultiver ces produits agricoles, il faut les cultiver, mais les destiner pour l'alimentation. C'est la sécurité alimentaire qui est plus prioritaire que la production de l'énergie. Et du coup, c'est à cause de ça que cette production d'énergie de première génération a été laissée de côté, a été abandonnée. Parce que ça rentre en conflit avec l'agriculture alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est vraiment la priorité des priorités. Et donc, du coup,
ils sont passés, les chercheurs, ils sont passés à chercher une deuxième voie de production de biocarburants. Et la deuxième voie de production de biocarburants, c'est les biocarburants de deuxième génération. Alors, quelle est la matière première? Quelle est la matière première qu'on utilise pour la production de biocarburants de deuxième génération? On utilise la biomasse lignocellulosique. Et cette biomasse lignocellulosique, c'est quoi? C'est les déchets de plantes. Au lieu d'utiliser les plantes agricoles en elles-mêmes, qui sont consommables par l'homme, on utilise juste les déchets de plantes. On utilise les déchets de plantes. Et les déchets de plantes, c'est des déchets dont on veut se débarrasser. Donc, c'est quelque chose de gratuit. La matière première, elle est gratuite parce que c'est des déchets. Et ces déchets-là, ils sont de différentes, leur source, ça peut être différente. On peut avoir les déchets de l'agriculture, comme la paille, comme les tiges de certaines plantes, comme les feuilles de certaines plantes. On peut avoir les déchets de la sylviculture. Les déchets de la sylviculture, c'est les déchets de forêt. C'est tous les rameaux qui tombent, les feuillages, les plantes mortes, également les arbres morts, etc. Donc tout ça, tous les déchets de la forêt, c'est ce qu'on appelle les déchets de la sylviculture. Ça peut être aussi des déchets de l'industrie de transformation, comme les coques de noix, les restes de canne à sucre, les déchets de sciure, tout ça, c'est les déchets de l'industrie de transformation. Et ça peut être aussi les déchets municipaux, les déchets domestiques qu'on jette donc chaque jour. Et ça peut être valorisé pour produire les biocarburants de deuxième génération. Alors là, vous voyez, là, c'est des restes de biomasse lignocellulosique, les restes de plantes. Là, c'est les restes de l'industrie de transformation du bois, c'est les déchets de bois. Et là, c'est les déchets de noix. Les coques de noix, là, vous voyez les noix. Quand on casse pour extraire les noix, on a ces déchets, ces coques là de noix. Et tout ça, ces déchets de plantes ou cette biomasse lignocellulosique, ça peut être valorisé. Alors, donc, dans cette technique de production de biocarburants de deuxième génération à partir de la biomasse lignocellulosique, on utilise, comme je viens de le dire, on utilise les déchets de plantes. Les déchets de plantes, c'est des déchets qui sont gratuits, c'est des restes. Donc, pratiquement, même si on est obligé d'acheter, par exemple, les déchets de bois ou certains déchets, donc ça va être avec un prix, mais qui est vraiment très, très faible. Parce que tout le monde veut se débarrasser de ces déchets-là. Alors, la matière première, il est pratiquement gratuite, mais quel est le problème? C'est qu'on parle de biomasse lignocellulosique. Et la biomasse lignocellulosique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la lignine. La lignine, c'est quelque chose de très résistant à la dégradation. Si on veut faire l'extraction, la lignine, c'est très résistant. Pour pouvoir extraire des biocarburants, la lignine, les parois des cellules, ils ont la lignine. Et cette lignine, c'est très dur, ça résiste à la dégradation. Et donc, pour extraire donc des biocarburants à partir de cette biomasse lignocellulosique, le processus de conversion, il demande deux étapes. Ça demande d'une part que tous les composés cellulosiques et hémicellulosiques soient décomposés en sucre, ça d'une part, et il faut que ce sucre-là soit fermenté pour produire l'alcool, pour produire l'éthanol. Et donc, ce processus de conversion de la lignine en hémicellulose, en cellulose, c'est ça qui est vraiment, c'est un processus qui est coûteux. Et sinon, la matière première, il est pratiquement gratuite. Alors, maintenant, la question, c'est quoi? Comment, à partir de ces déchets de plantes, on peut extraire les biocarburants de deuxième génération? Alors, cette extraction de biocarburants à partir de ces déchets de plantes, à partir de cette biomasse lignocellulosique, ça se fait selon deux procédés. Alors, il y a le premier procédé ou la première voie,
c'est ce qu'on appelle la voie thermochimique. La voie thermochimique. Et il y a une deuxième voie, c'est la voie biochimique. Et comme son nom l'indique, la voie thermochimique, c'est une voie qui va surtout utiliser la température pour produire du biocarburant. Alors que la voie biochimique, il va utiliser des organismes vivants. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour la voie biochimique de production de biocarburants de deuxième génération, la matière première, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est la biomasse lignocellulosique. Et là, vous avez l'explication de ce que ça veut dire, cette abréviation qu'on utilise. C'est la biomasse lignocellulosique. Alors, comme on vient de le dire, la biomasse lignocellulosique, il y a la lignine. La lignine, elle est très dure, elle est résistante donc, il faut, pour pouvoir commencer le procédé d'extraction, il faut tout d'abord soumettre cette biomasse lignocellulosique à un pré-traitement. Et le pré-traitement de cette biomasse lignocellulosique, il consiste en quoi? Il consiste à faire ce qu'on appelle la délignification. Délignification, c'est-à-dire de casser la lignine. Comment on casse cette lignine? C'est par l'utilisation d'enzymes spécialisées à casser la lignine. Ces enzymes-là, c'est ce qu'on appelle les enzymes lignolytiques. Alors, avec ces enzymes lignolytiques, on fait la délignification de cette biomasse-là. Et donc, ça veut dire quoi? C'est ça, le pré-traitement. Le pré-traitement qu'on apporte tout à fait au début à cette biomasse lignocellulosique, c'est le traitement, c'est la délignification. Et ça se fait par des enzymes spécialisées à dégrader la lignine. Et c'est ça ce qu'on appelle les enzymes lignolytiques. Alors, une fois qu'on fait la délignification de la lignine, une fois après le pré-traitement, et après l'étape de l'hydrolyse, en utilisant des enzymes comme la cellulase et l'hémicellulase, on obtient ici des sucres. On a des sucres. Donc, le pré-traitement, l'hydrolyse, et ça nous permet d'avoir des sucres. Quand on a ces sucres, on les fait fermenter et pour accélérer le procédé de fermentation, on utilise des levures. Et les levures, c'est le Saccharomyces cerevisiae, c'est un champignon unicellulaire. On utilise aussi des bactéries et ça permet d'accélérer la fermentation. Et quand on a la fermentation, juste après distillation, on obtient l'éthanol ou bien ce qu'on appelle aussi le bioéthanol. Et donc, le bioéthanol, c'est quoi? Ça remplace quoi? Ça remplace le bioessence. Et donc, c'est ça le biocarburant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti de la biomasse lignocellulosique, de déchets de plantes, et à la fin, on a obtenu l'éthanol ou bien le bioéthanol. Et qu'est-ce qu'on a utilisé le long de la chaîne de production? On a utilisé les enzymes lignolytiques, on a utilisé les enzymes comme la cellulase, l'hémicellulase, on a utilisé un champignon unicellulaire et on a utilisé des bactéries. Et tout ça, c'est des organismes vivants. Dans la chaîne de production, on a utilisé des organismes vivants et c'est ça la voie biochimique, c'est-à-dire il se base sur l'utilisation des organismes vivants pour arriver à la fin, donc à la production du bioéthanol. Et donc, c'est ça la première voie. Donc, on utilise la biomasse lignocellulosique, on la dégrade, on dégrade la lignine par délignification, on fait l'hydrolyse, la fermentation, la distillation et on a l'éthanol à la fin. Ça, c'est la voie biochimique. La deuxième voie, c'est la voie thermochimique. Et la voie thermochimique, comme on l'a déjà annoncé, ça utilise la température. Et donc, ça utilise toujours la biomasse lignocellulosique comme matière première. Ça peut être le bois, des déchets de bois, des déchets de forêt, des déchets agricoles. Donc, tout ça, c'est la biomasse lignocellulosique. Et comme ces techniques-là utilisent la température,
Ça veut dire, cette technique, on parle de pyrolyse. Pyrolyse ou bien également on parle de thermolyse, c'est-à-dire on dégrade sous l'action de la température. Donc cette pyrolyse ou cette thermolyse, ça peut être une thermolyse lente ou bien ça peut être une thermolyse rapide. Donc ce traitement thermique ou ce chauffage thermique qu'on utilise, cette vitesse de chauffage thermique qu'on utilise, ça peut être une vitesse de chauffage qui est lente, ça peut être une vitesse de chauffage qui est rapide. Et là, comme vous le voyez, le dt sur dt, c'est quoi le dt sur dt? C'est la vitesse de chauffage. C'est comment on augmente la température de chauffage. Est-ce qu'on l'augmente rapidement ou on l'augmente mais très lentement? Est-ce que ça dure longtemps ou c'est rapide? Et donc, cette deuxième voie de production de biocarburants de deuxième génération par voie thermochimique, il utilise, comme j'ai dit, la température. Et donc, c'est une pyrolyse ou bien on l'appelle aussi une thermolyse. Donc, on casse tout ce qui contient la matière, la biomasse, mais sous l'effet de la chaleur, sous l'effet de la température. Alors, si on fait une thermolyse lente, une pyrolyse lente à 600 degrés pendant 30 minutes, si on chauffe, mais on chauffe de manière très lente, alors qu'est-ce qu'on a à la fin? Qu'est-ce qu'on arrive à produire? On arrive à produire à partir de ces déchets de plantes des huiles, mais aussi on aura du charbon et on aura un dégagement de gaz. Pourquoi? Parce que la vitesse de chauffage, il est lente. Donc, il y a des parties de cette biomasse lignocellulosique qui n'a pas le temps de se dégrader et il se transforme en charbon. Et quand il y a cette transformation en charbon, ça dégage aussi un gaz. Donc, mais de toutes les façons, on obtient des huiles. Alors maintenant, si la pyrolyse, il est rapide, si la pyrolyse, il est rapide à peu près à 650 degrés et on chauffe donc à peu près à 5 sur 5 secondes, pas plus. Si on chauffe sur 5 secondes, ça veut dire que la vitesse de chauffage, il est très rapide, il est très élevé. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient uniquement des huiles. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de perte sous forme de charbon, mais on aura des huiles. Donc, de toutes les façons, dans cette deuxième voie thermochimique, ce qu'on obtient à la fin, c'est toujours des huiles. Mais qu'est-ce qui change entre la pyrolyse lente et la pyrolyse rapide? C'est le rendement. Ici, dans la pyrolyse, quand on fait une pyrolyse rapide, le rendement en huile, il est quand même relativement plus élevé que quand on utilise une pyrolyse qui est lente. Et là, parce que là, une quantité de la biomasse lignocellulosique, il n'a pas le temps de se dégrader et ça se transforme en charbon. Et donc, mais de toutes les façons, que ça soit pyrolyse lente ou rapide, on obtient des huiles. Et les huiles, ça veut dire quoi? Les huiles, ça remplace le biodiesel. Alors, donc, dans cette deuxième génération de biocarburants, on a la matière qu'on utilise, c'est les déchets de plantes. Mais ça dépend de ce qu'on veut extraire à partir de ce déchet. Si à partir de ces déchets de plantes, on veut extraire le bioéthanol, il faut choisir la voie biochimique. Si à partir de ces déchets de plantes, on veut extraire le biodiesel, alors il faut choisir la voie thermochimique. La matière première, c'est la même. Alors que pour la première génération, si on veut avoir le bioéthanol, alors il faut choisir les plantes soit sucrières, soit amylacées. Si on veut avoir le biodiesel pour la première génération, il faut choisir les plantes oléagineuses. Donc, dans la première génération, le biocarburant qu'on obtient, ça dépend du choix qu'on fait de la matière première. Alors que dans la deuxième génération, la matière première, il est la même. Et le type de biocarburant qu'on obtient, ça dépend de la voie qu'on utilise pour la production. Si on veut produire le bioéthanol, il faut opter pour la voie d'extraction de la voie biochimique. Si on veut avoir le biodiesel,
il faut choisir la voie thermochimique. Mais quel est le problème? Le problème dans cette deuxième génération, pourquoi aussi ça a été laissé de côté et ils sont passés à explorer une troisième voie de production de biocarburants. Pourquoi on a laissé aussi de côté cette deuxième génération de biocarburants? Parce que d'une part, la matière première, c'est vrai, c'est une matière première qui est gratuite, c'est des déchets, c'est d'une biomasse lignocellulosique, ça d'une part, mais quelles sont les raisons? C'est que d'une part, le rendement de ces techniques, ça reste un rendement qui est insuffisant pour remplacer totalement les énergies fossiles, ça d'une part. Et d'autre part, le procédé de dégradation de l'anilline, c'est quand même un procédé qui est assez coûteux. Et donc, le procédé, il est relativement assez coûteux, mais à la fin, on a un rendement qui reste insuffisant. Donc, ça ne peut pas remplacer totalement les énergies fossiles. Donc, ça peut remplacer partiellement, mais pas totalement. Et donc, du coup, il y a eu des recherches pour avoir des biocarburants de troisième génération. Et donc, c'est ça, la deuxième voie de production, deuxième génération de biocarburants. Alors, la troisième génération de biocarburants, et cette troisième génération de biocarburants, c'est les biocarburants qui sont maintenant à la mode actuelle et qui se font généralement dans pas mal de pays. Et juste pour vous dire que là, pour la troisième génération, là, c'est la matière première, c'est quoi? Comme on l'a annoncé au début, c'est les algues. Et quand on dit algues, il y a les micro-algues et il y a les macro-algues. Les micro-algues, c'est les algues unicellulaires, comme vous voyez ici sur la photo. C'est une seule cellule, c'est une micro-algue. Et il y a les macro-algues, c'est des algues de grande taille, comme Ulva lactuca, comme le Ficus vesiculosus que vous avez ici sur l'image. Donc ça, c'est des macro-algues, c'est de grande taille, et ça peut être donc avec des tailles énormes quand ils trouvent des conditions favorables où ils se développent. Alors, donc la troisième génération de biocarburants, ils utilisent comme matière première les algues, les micro-algues et les macro-algues. Alors, les micro-algues, qu'est-ce qu'ils produisent? Les micro-algues, ils produisent le biodiesel. Et les macro-algues, ils produisent le bioéthanol. Alors, comment des micro-algues produisent le bioéthanol et comment les macro-algues produisent le bioéthanol? Alors, les micro-algues, si on regarde les micro-algues, alors les micro-algues, ils ont la capacité d'incorporer à l'intérieur le CO2 de l'air. Ils prennent le CO2 de l'air, et qui dit CO2 de l'air, dit le carbone. Alors, ils prennent le CO2 de l'air, et sous l'effet de l'énergie solaire, ils transforment ce CO2, ce carbone qu'ils prennent, ils le transforment sous forme d'huile. Et parfois, pour certaines espèces de micro-algues, si on regarde la micro-algue, c'est une seule cellule, on voit que 80% de la cellule s'est formée rien qu'avec des huiles. Donc, c'est vraiment des machines de production des huiles. C'est unicellulaire, mais ça produit de grandes quantités d'huile. Et donc, les micro-algues, ils ont cette capacité-là. Ils ont la capacité de prendre le CO2 de l'air. Une fois qu'ils le prennent sous l'action de l'énergie solaire, ils le transforment sous forme d'huile. Ce carbone-là, il est transformé sous forme d'huile. Et donc, la quantité d'huile produite par une seule micro-algue, il est quand même assez élevé. Et quel est l'avantage? Quel est l'avantage de travailler ou d'utiliser les micro-algues pour la production des biocarburants de troisième génération? Alors, il y a différents avantages. Le premier avantage, c'est que ces micro-algues, ils ont une capacité de se multiplier rapidement. Donc, leur nombre, il peut passer du simple au double au cours de la même journée.
si donc, au cours de la journée, si le matin, on compte à peu près 3000 microalgues dans une bassine de culture, un bassin de culture, alors au cours de la même journée, si on fait le comptage en fin de journée, on peut trouver que ça passe de 3000 à 6000 individus au niveau du bassin de culture. Parce que les microalgues, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, mais c'est quelque chose qu'on cultive. Et pour les cultiver, comme ils ont besoin de l'eau, on les cultive généralement dans des bassins artificiels et en leur donnant donc un milieu de culture favorable pour qu'ils puissent se développer, se multiplier. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'avantages à travailler avec les microalgues pour l'extraction d'énergie de biocarburants de troisième génération. Alors, le premier avantage, comme on vient de le dire, ils ont la capacité de se multiplier rapidement. Donc, la biomasse totale dans un bassin de culture, il peut doubler rapidement au cours de la même journée quotidiennement. Ça d'une part. D'autre part, en termes de rendement, le rendement, si on compare le rendement en biocarburants à partir des microalgues et celui des agrocarburants de première génération, alors le rendement, il est 30 fois supérieur au rendement qu'on obtient à partir des agrocarburants, à partir des produits agricoles de première génération. Ça, c'est le deuxième avantage. Donc, en termes de rendement, le rendement, il est élevé. Et le troisième avantage, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de milliers et de milliers d'hectares pour cultiver les microalgues. On a besoin juste de petites superficies, de superficies assez raisonnables pour faire leur culture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas entrer en concurrence avec l'agriculture alimentaire comme le cas qu'on a vu pour la première génération. Donc, il y a pas mal d'avantages d'utiliser les microalgues pour la production de biocarburants de troisième génération. Donc, on a dit qu'ils se multiplient rapidement, donc leur biomasse, il peut doubler au cours de la même journée dans le milieu de culture. Le rendement, il est très élevé, et si on le compare rien qu'avec les agrocarburants, c'est 30 fois supérieur aux agrocarburants. Et le troisième avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une grande superficie pour la culture. On peut cultiver ces microalgues sur d'assez petites superficies et si on entretient ces microalgues, si on entretient leur milieu de culture, la production donc va se multiplier rapidement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ils n'utilisent pas, ils n'ont pas besoin de grandes superficies pour la culture, ça veut dire qu'ils ne vont pas entrer en concurrence avec l'agriculture alimentaire. Et donc, ce sont ça les avantages de travailler avec les microalgues pour produire donc de l'énergie du biocarburant troisième génération. Donc, retenez que les microalgues, ils ont la capacité de prendre le CO2 de l'air et avec l'énergie solaire, ils le transforment en huile. Et quand on parle d'huile, c'est quelque chose de lourd, donc c'est le biodiesel. Ça remplace le biodiesel. Donc, les microalgues, ils produisent des huiles et donc ils produisent le biodiesel. Alors, un autre point aussi à retenir. Là, comme vous le voyez, voilà, c'est le bassin de culture. Donc là, c'est des bassins de culture, c'est comme ça. Ce n'est pas des milliers et des milliers d'hectares comme les plantes agricoles, qu'on devrait utiliser pour les biocarburants. Donc, il faut des terrains, il faut un sol. On ne peut pas cultiver un olivier ou de la canne à sucre dans un milieu de culture comme ça. Les algues, au contraire, les microalgues, au contraire, ils ont besoin donc d'assez petites superficies qu'on construit et on leur donne, ils ont besoin d'un milieu aquatique, on leur donne l'eau, mais dans le milieu de culture, on leur ajoute des aliments, donc de leur nourriture qui leur permet de se maintenir en vie, mais surtout aussi de se multiplier. Et après, donc c'est ça les bassins de culture. Donc un bassin comme ça peut produire des milliers et des milliers de microalgues. Et comme chaque microalgue, c'est une sorte de machine
à huile, et donc ça produit des biocarburants. Alors, une spécificité des microalgues. Donc, comme on vient de le dire, les microalgues, ils sont capables de produire des quantités élevées d'huile au niveau par la cellule de la microalgue. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils produisent des huiles, donc c'est des lipides. Alors, mais qu'est-ce qui se passe si on a besoin d'augmenter, si on veut augmenter la production d'huile par les microalgues? Donc, d'origine, les microalgues, ils produisent des huiles. Ils peuvent les produire par en quantité assez élevée. Mais si nous, on a besoin d'augmenter la production, pour des raisons donc économiques, si on a besoin d'augmenter la production des huiles, des lipides, donc par les microalgues, de biodiesel par les microalgues, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les stresser. Quand on stresse les microalgues, alors à ce moment-là, ils accélèrent et ils augmentent essentiellement, ils augmentent considérablement leur production en huile. Alors, comment on peut les stresser? On peut les stresser en jouant sur la composition du milieu de culture. Alors, on peut les stresser par un manque d'azote. On peut les priver d'azote. On peut diminuer la quantité d'azote qu'on leur ajoute dans le milieu de culture. Donc, quand on leur donne moins d'azote, quand on leur donne moins de silice dans le milieu de culture, alors qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont peur et cette peur-là, ce stress, ils sont stressés. Et comment ils transforment ce stress? Ce stress, ça induit quoi? Ça induit donc une accélération de la production des huiles. Donc, on peut les stresser en jouant sur le milieu de culture. Donc, la composition du milieu de culture. On peut les priver d'azote, on peut les priver ou leur donner une quantité très faible de silice et elles, ils sont capables de détecter que ça ne va pas dans le milieu de culture, qu'il y a un manque de certains composés au niveau du milieu de culture. Ça les stresse. Et comment ils transforment ces stress? Ils le transforment par une grande sécrétion des huiles, donc des lipides. On peut aussi les stresser en leur donnant un choc lumineux, un choc thermique ou un choc osmotique. Et donc, quand on les stresse en leur donnant ces chocs-là, soit lumineux, soit thermiques, soit osmotiques, à ce moment-là, donc la production des huiles, il est augmentée. Et donc là, sur cette image, vous voyez qu'ils sont en train d'essayer de stimuler la production des huiles par un choc lumineux ici. Donc ça, c'est les microalgues. Les macroalgues, qui dit macroalgues, dit donc des algues pluricellulaires. Ce n'est pas unicellulaire. C'est soit comme l'ulva, comme le fucus, comme d'autres algues rouges. Donc, c'est une biomasse de grande quantité. Alors, ces macroalgues, généralement, leur origine, c'est quoi? C'est le milieu marin. Ils proviennent du milieu marin. Et comme c'est des pluricellulaires, c'est-à-dire sur les parois, on va avoir la cellulose, mais on va avoir aussi une quantité de lignine. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que pour les cellules des microalgues, il y a très peu de lignine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a surtout la cellulose, et la cellulose, s'il est dégradé, ça donne des sucres. On peut avoir des sucres. Ces sucres-là, quand on les fait fermenter, ça donne l'alcool, c'est le bioéthanol. Alors que pour la lignine, il y a de la lignine sur les parois cellulaires des macroalgues, mais la lignine, il est en quantité faible. Donc, ça facilite facilement l'hydrolyse donc de la cellulose au niveau des macroalgues. C'est ce qui permet donc d'avoir des sucres rapidement. Et ces sucres, quand ils sont fermentés, ça donne l'alcool, ça donne le bioéthanol. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut obtenir ou extraire des biocarburants de troisième génération, si on veut avoir le bioéthanol, alors la matière première à utiliser, c'est quoi? C'est les macroalgues.
parce que les macroalgues, c'est pluricellulaire, les parois, elles contiennent de la cellulose, mais ils contiennent une faible quantité de lignine, ce qui facilite nettement l'hydrolyse de la cellulose. Et quand il y a l'hydrolyse de la cellulose, on a les sucres, après fermentation, ça nous donne le bioéthanol. Et au contraire, si on veut, à partir de la biomasse algale, avoir le biodiesel, avoir des huiles, le biodiesel, il faut utiliser les microalgues pour la production. Et donc ça, c'est la troisième génération, et c'est vraiment la troisième génération de biocarburants qui est une génération très promoteuse et qui commence à se développer dans pas mal de pays. C'est vrai, le coût de production, il est quand même relativement élevé, mais avec ce type de biocarburant de troisième génération, on a la chance que ça remplace donc totalement ou en grande partie des énergies fossiles. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que la biomasse végétale, les végétaux, ça constitue un grand potentiel pour la production de biocarburants de substitution des carburants fossiles. Alors, au cours des études sur les biocarburants, il y a eu la première génération de biocarburants et comme matière première, les premières générations de biocarburants, ils utilisaient donc les substances de réserve, donc les organes de réserve, les graines, des plantes oléagineuses, les plantes sucrières ou ce qu'on appelle aussi saccharifères et les plantes amylacées. Ce sont ces produits agricoles oléagineux, saccharifères, amylacés, c'est ça la matière première qui permettait d'avoir les premières générations de biocarburants. Donc, c'est les agrocarburants, c'est les plantes agricoles entières, c'est les plantes agricoles qui produisaient la première génération de biocarburants. Mais quel est le problème? Pourquoi ça a été abandonné? Parce que ça nécessite des surfaces énormes pour faire la culture de ces plantes agricoles, à la fois pour l'agriculture, l'alimentaire, et à la fois pour la production d'énergie. Mais donc, le fait que ça nécessite de grandes superficies, ça va entrer en concurrence avec l'agriculture alimentaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura qu'il y a eu un conflit entre l'agronomie et l'économie. Est-ce qu'on veut avantager l'agriculture, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, ou bien on veut avantager l'économie avec la production d'énergie? Ici, il faut choisir, c'est surtout, comme j'ai dit, la sécurité alimentaire, c'est le plus prioritaire. Et du coup, ça a été laissé de côté et ils sont passés à la deuxième génération de biocarburants. Au lieu d'utiliser des plantes agricoles, c'est juste les déchets de plantes qui sont utilisés comme matière première. Et c'est ce qu'on appelle, au lieu d'utiliser le mot déchet, on parle de biomasse lignocellulosique. Et donc ça peut provenir de déchets agricoles, des déchets de forêt, des déchets d'industrie de transformation ou des déchets domestiques. Mais quel est le problème de ces techniques, de cette deuxième génération? J'ai dit donc la matière première, il est pratiquement gratuite. Le procédé de transformation de la lignine, c'est-à-dire le pré-traitement, ça reste généralement un peu coûteux. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a? À la fin, on a un rendement qui reste insuffisant pour remplacer totalement les énergies fossiles. Ça, c'est deuxième technique de génération. Cette deuxième génération de biocarburants, ça c'est utilisé aussi à une échelle limitée dans la région d'Europe. Il y a des gens qui produisent du biogaz à partir des déchets de plantes, mais ça reste à un usage très restreint, donc très limité. Ce n'est pas généralisé à l'échelle planétaire parce que le rendement qu'on obtient, il reste quand même insuffisant vu le coût qu'on a. Donc, ça reste insuffisant pour couvrir ou remplacer totalement les biocarburants les carburants fossiles. Et après, donc, il y a eu l'exploration la production d'une troisième génération de biocarburants. Et là, la matière première utilisée, c'est la biomasse algale. C'est la biomasse algale, c'est-à-dire c'est les microalgues et c'est les macroalgues. Si on utilise les macroalgues,
on obtient du bioéthanol. Parce que, comme j'ai dit, les macroalgues, c'est pluricellulaire, les parois des cellules contiennent la cellulose avec très peu de lignine, et donc ces sucres-là, ça, une fois qu'ils sont, donc, qu'il y a l'hydrolyse, la fermentation, ça donne l'alcool, c'est le bioéthanol. Et les microalgues, ça produit le biodiesel, ça produit des huiles, et donc c'est le biodiesel. Et cette troisième génération de biocarburants, c'est vraiment la voie qui semble la plus promoteuse, et il y a de fortes chances que ça remplace totalement les énergies fossiles. Donc, soit ça remplacera totalement les énergies fossiles, ou bien ça peut être utilisé parallèlement avec les énergies fossiles pour réduire la pression sur les énergies fossiles. On peut utiliser en grande partie les énergies, les biocarburants de troisième génération, mais et en faible quantité, donc les énergies fossiles. Et donc c'est ça, c'est la voie vraiment la plus promoteuse et qui est en pleine expansion, en plein développement, donc dans pas mal de pays. Certes, le coût, ça va être un peu élevé, mais de point de vue impact environnemental, là, il n'a pas d'impact sur l'environnement. Ce n'est pas des dégagements de gaz à effet de serre qui peuvent entraîner un réchauffement planétaire, mais c'est quand même une énergie qui est relativement propre comparée aux énergies fossiles. Et donc, c'est ce qu'on a à voir aujourd'hui pour le cours. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on peut utiliser les énergies fossiles, on peut utiliser les biocarburants comme source d'énergie pour substituer les énergies fossiles. Alors, donc, avec ça, on a fini. Normalement, la semaine prochaine, Inch'Allah, il y a M. Rahouti qui va prendre la relève pour 3 séances de cours. Et en même temps, au cours de ces 3 séances, on prendra une semaine, soit la deuxième, soit la troisième semaine, pour faire un TP de technique chimique. Et le TP de technique chimique, ça va être un TP qui va être en présentiel. Et à la fin de ce TP, vous allez rendre un compte rendu, et c'est la note de ce compte rendu et la note du compte rendu du premier TP que vous avez fait avec nos collègues de chimie qui va faire la note d'examen TP de technique chimique. Donc, il n'y aura pas un examen TP, mais c'est la note des 2 comptes rendus des 2 TP, du premier et celui que vous allez faire avec nous. On va vous aviser à l'avance de la programmation de ces TP-là. Donc, s'il vous plaît, donc il faut, pour les gens qui n'ont pas validé le TP l'année dernière, et pour les nouveaux, il faut absolument être présent pendant le TP, parce que c'est ce compte-rendu qui va être comptabilisé comme note d'examen. Et donc là, il faut être sur place, donc le jour du TP. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu, ou si vous avez des questions? Madame, Oui, alors j'ai une question juste à propos de l'extraction des huiles des micro-algues. Est-ce oui. que est-ce qu'on les détruit quand on fait l'extraction ou est-ce qu'on peut les garder en vie? Non, non, non. Quand on fait l'extraction, ça y est, là, on extrait l'huile qui est dans le microalgue, et ça y est, la microalgue, ça y est, il disparaît. Donc, c'est la même chose que pour un matériel. Si on veut utiliser ou extraire des huiles essentielles d'une plante, ça y est, la plante, il est détruite. Mais, comme j'ai dit, l'avantage, c'est qu'il se renouvelle. Donc, si on prend une quantité et pour extraire des microalgues, pour extraire des biocarburants à partir des microalgues, ça se renouvelle rapidement. Ça se remplace très rapidement parce qu'ils ont une grande capacité de multiplication. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Vous n'avez pas d'autres questions? Et donc, cette partie sur les biocarburants, on avait l'habitude de la traiter en TD. Et comme là, la durée du semestre a été réduite, et donc il nous reste maintenant 3 semaines pour tout finir. Et la semaine prochaine, comme vous avez le TD d'écologie, vous avez le deuxième TP d'écologie, et sûrement vous avez d'autres TP de programmer, j'ai opté, comme on a un peu plus de temps ce matin, j'ai opté pour la faire comme ça avec vous, donc au cours juste après le cours. J'espère que c'était clair. Est-ce que c'est clair ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que c'est clair ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, si c'est clair, donc je vous souhaite bonne journée. Et donc, j'ai déjà mis le support du cours ce matin sur Classroom. Je vais aussi mettre l'enregistrement sur Classroom. Et après, pendant la révision, donc si vous avez des questions juste après, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi via Classroom. Donc, on est là pour vous aider. Et mon conseil que je vous ai donné la dernière fois, c'est toujours d'essayer de faire des petits résumés pour avoir de manière très simple les différentes techniques, quel est leur principe, quand est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'on obtient. Et ça, c'est très important pendant la révision. Et donc, avec ça, on a fini. Et la semaine prochaine, c'est mon collègue, M. Rhouti, qui prendra la relève. Et donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de TD de technique chimique. Et M. Rhouti, il va vous aviser de la date de programmation de son TD. Donc, au lieu de faire le TD la semaine prochaine, donc c'est le TD qu'on a fait à la fin de la séance de cours sur les techniques de conservation, on a fait le TD sur les techniques sur les biocarburants. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de TD de technique chimique, il y aura juste les TD d'écologie. Et M. Rhouti va vous avertir à l'avance de la programmation de son TD sur les techniques chimiques. Il fera un TD, mais la date, c'est lui qui va vous aviser avant sur la date. Alors, vraiment, n'hésitez pas, donc, si vous avez des questions, à me contacter, à envoyer des questions. Et j'espère que ça ira, Inch'Allah, donc pour l'examen. Mais il faut s'y mettre parce que 3 semaines, ce n'est pas, c'est assez court. Donc là, il faut s'y mettre dès maintenant. Ne laissez pas vos cours jusqu'à la fin du semestre, mais il faut au moins réviser. Et là où il y a des problèmes, il faut poser des questions. Et comme ça, au moins si c'est compris, après, pour la préparation, ça va être plus simple. Alors, donc, si vous n'avez pas de questions, alors je vous souhaite bonne journée et bon courage pour les 3 semaines qui restent. Allez, au revoir.